Les événements déclenchés entre la Russie et l'Ukraine, il y a maintenant 80 jours, génèrent un climat d'incertitude à l'échelle mondiale, européenne, mais aussi pour bon nombre d'entreprises étrangères installées en Russie. Elles sont toutes amenées à prendre des décisions business lourdes de conséquences. Doivent-elles partir? Peuvent-elles rester? Et si elles décident de rester, quelles sont les conditions de marché auxquelles elles doivent faire face, sans parler bien sûr du risque réputationnel? Comment ces entreprises s'adaptent-elles dans un contexte d'état de guerre? Quelles sont les perspectives pour les sociétés étrangères? Quid de l'avenir du marché russe? Vers qui se tourne désormais la Russie? Voilà autant de questions et bien d'autres auxquelles deux dirigeants et experts de la Russie, Pascal Diafil, bonjour, et Antoine Mendelevici, bonjour, vont tenter de répondre sans tabou ni langue de bois. C'est la règle ce matin. Je rappelle une dernière règle et un point important. Nous éviterons soigneusement de parler politique et de prendre parti. Nous parlerons d'économie, de microéconomie, d'entreprise, de salariés, de business et rien d'autre. Nous sommes d'accord? Avant de vous laisser la parole, j'aimerais dire deux mots sur vous. Pascal Yafil. Pascal, tu as 54 ans, tu es diplômé de l'agro et de l'ESSEC. Tu as vécu et travaillé dans beaucoup de pays du monde, au Panama, en Pologne, aux États-Unis, en Angleterre, en Suisse. Et tu as décidé, il y a 15 ans, de t'installer en Russie, où tu as été directeur général de nombreuses sociétés internationales. Bienvenue, Pascal, et merci d'être avec nous ce matin. Antoine Mendelovici, tu es diplômé de l'ESSEC, tu as démarré ta carrière dans un grand groupe international, Louis Vuitton, où tu as été directeur de l'Europe du Nord et de l'Est. Tu as également ouvert la Russie et à la crise de la quarantaine, tu as décidé de tout plaquer, si j'ose dire, et de partir en Russie, d'investir dans des projets Greenfield. Tu as notamment dirigé et est toujours actionnaire d'une société dans l'agro-industrie. Et tu es par ailleurs membre et représentant du fonds Qualium Investissement, qui est un acteur historique du capital investissement en France. Et tu es citoyen français et russe. Pour finir les présentations, je suis Émeric Basse, associé de Valtus. Alors, une première question à vous deux. À date, quelle est la situation en Russie? À date, pour la plupart des gens, la vie est normale, malgré un État qui n'est pas de la guerre. La guerre n'est pas déclarée, c'est une intervention spéciale militaire. Il y a, pour le monde économique, il y a beaucoup de sociétés qui sont sorties ou qui avaient temporisé, qui avaient arrêté leur activité, qui maintenant sont sorties. Vous avez dû entendre ce week-end, McDonald's a décidé de sortir, Siemens a décidé de sortir. Il y a aussi de nombreuses sociétés françaises qui ont quitté ou qui vont quitter, d'autres restent bien évidemment. Il y a une difficulté d'aller en Russie. Avant, c'était 4 heures d'avion. Vous partiez de Charles de Gaulle, 4 heures après, vous étiez à Moscou. Maintenant, il faut presque 20 heures pour y aller, en passant par Istanbul, en passant par Helsinki, en prenant des bus. Donc, le pays ça devient plus loin d'aller à Moscou que d'aller à Tokyo. Donc, ça devient un petit peu compliqué. Il y a par exemple plus de valises diplomatiques. Donc, c'est difficile d'avoir un passeport quand on vit à Moscou parce que la valise diplomatique ne fonctionne plus directement. Et il y a également une très forte inflation. Officiellement, les 17% pour certains produits alimentaires ou des produits importés, on est plutôt aux alentours de 50%. Dernier point, il y a également au niveau des médias, il n'y a plus d'Instagram, plus de Facebook qui sont interdits parce qu'ils diffusaient des images non autorisées. Également, de nombreux médias occidentaux, comme par exemple le groupe Condé Nast, qui publiait Vogue, Glamour, se sont retirés du marché. Donc, il y a moins de diversité d'informations. Voilà, en gros, de façon économique. Mais je dirais, les sanctions sont appliquées et c'est maintenant qu'on commence à voir leurs effets. Je pense qu'on aura le temps d'en reparler. On parlera des sanctions par la suite. Merci Pascal. Antoine. Pour compléter ce que dit Pascal, mais avec un biais plus régional, je dirais que on vit un climat un peu surréaliste. On parle de tout, sauf du conflit. Et au fond, les régions souffrent et ce qui les soucie au premier chef, c'est leur pouvoir d'achat. Et les gens ont les yeux rivés sur le niveau de prix. C'est le principal enseignement de la situation actuelle. Bon, mais les Russes sont très résilients.
et voilà, patiente. Et je voulais dire également que la situation change de jour en jour. D'accord. Vous étiez en Russie à l'époque des événements, au démarrage. Est-ce que vous vous attendiez à tels événements? Honnêtement, pas du tout. Alors, on entendait les bruits de bottes, on a entendu les Américains qui menaçaient d'une intervention militaire. On n'y a pas cru, très honnêtement, et on était, je pense, un peu aveugle quand on voit ce qui s'est passé. Le 23 février, c'est un jour férié, c'est le jour de l'homme et le jour de l'armée. C'est un jour férié. Je suis allé au cinéma, on s'est promené à Moscou, et le 24, la guerre a commencé. Une semaine après, j'étais dans l'avion avec ma femme et mon fils. Donc vraiment, on ne s'y attendait pas du tout. Antoine? Moi, je pense que je n'ai pas voulu voir déjà. Effectivement, je pensais que chacun montrait ses muscles pour se mettre en position de force dans la négociation. Le vrai signal, c'est le 21 février, quand Poutine a reconnu les républiques de Donetsk et de Lugansk. Et là, on s'est dit que le conflit était inévitable. J'avais une transaction à faire personnellement de Russie vers la France. Donc, j'ai pris le premier avion. Je suis arrivé le 22 au soir à Moscou. Et il fallait absolument que je fasse cette transaction avant le 23, qui était un jour férié, comme l'a dit Pascal. Et j'ai trouvé une Sberbank ouverte 24 heures sur 24. J'ai fait ma transaction et tout de suite après, le rideau était tiré, les transactions étaient interdites. Et le 23, c'est effectivement une journée particulière en Russie. C'est pas seulement la fête de l'homme, c'est la fête des défenseurs de la patrie sous cette domination. Et cette année, elle avait un tour tout à fait patriotique. Voilà. Donc voilà ce qui s'est passé le jour des événements. Pour nos amis auditeurs ou web listeners, je vais te poser une question, Antoine, toi qui es franco-russe et donc russe aujourd'hui. Qu'est-ce qu'être russe? Il y a plusieurs caractéristiques qui sont très fortes chez les Russes. La première chose, c'est que le groupe est plus important que l'individu. Le nous est plus important que le je. Et ça crée une énorme solidarité. La deuxième chose, c'est que le présent est plus important soit que le futur, soit que le passé. Et quand on est avec des gens, on est vraiment avec eux. Même si demain, on a le rendez-vous de sa vie, on est ensemble et on en profite aujourd'hui. Ici et le maintenant. Ici et maintenant. Et la troisième chose, c'est que c'est un monde imparfait. C'est un monde imprévisible et c'est un monde illogique. Et ça, c'est extrêmement séduisant. Tu confirmes, Pascal? Je confirme tout à fait. D'accord. Alors, parlons business. Comment vos entreprises, dans lesquelles vous étiez respectivement, ont été affectées par les événements, en tout cas au tout début? Et comment vous avez géré cette situation? Moi, je suis dans une entreprise internationale, qui est multinationale. Ça a été la sidération. C'est-à-dire que j'ai réuni le jeudi matin, juste après la guerre, mon comité de direction. On a dit qu'est-ce qu'on va faire. Et à ce moment-là, on se concentre vers les choses les plus importantes, c'est-à-dire les livraisons, avoir de la marchandise et être payé par les clients. Donc, on s'est vraiment concentré là-dessus. Ça a vraiment été les premières mesures, assurer qu'on avait du cash, que les clients nous payaient et s'assurer qu'on avait de la marchandise et que les flux logistiques fonctionnaient. Ça a vraiment été les premières décisions. Antoine? Là encore, avec le biais de l'agro-industrie et de la région, je dirais que au tout début, on a eu des sueurs froides. Les financements court terme et long terme ont été gelés et certaines banques ont été sous sanction. Donc on a eu peur, mais ça a duré, cette situation d'incertitude a duré à peu près une dizaine de jours. Du point de vue opérationnel, dans les premiers jours, il y a eu un effondrement du rouble et une augmentation des matières premières. C'est-à-dire, c'est le carburant pour les entreprises agro-industrielles. Et on a eu peur d'une explosion du coût des approvisionnements à ce moment-là. Qui a eu lieu? Alors, les choses sont rentrées dans l'ordre. Quelles sont les premières décisions que vous ayez eu à prendre à la suite de ces événements? Alors, tout de suite, ça a été de regarder donc l'état de stock, l'état des encours, quels clients nous devaient quoi, savoir si on pourrait
sortir, parce que les sanctions sont arrivées dès les premiers jours, les sanctions bancaires dont parlait Antoine. Donc, est-ce qu'on pouvait sortir de l'argent du pays? Est-ce que des camions pouvaient rentrer? Est-ce qu'on pouvait importer de la marchandise? On a tout de suite regardé si on pouvait augmenter les prix, parce qu'effectivement, comme dit Antoine, la monnaie a perdu 50% de sa valeur en quelques jours. Donc, c'était s'assurer de nos revenus et de pouvoir continuer une activité. Et as-tu réussi justement à augmenter les prix? On est arrivé à augmenter les prix, oui, rapidement, sauf qu'ensuite, il y a eu d'autres sanctions, ce qui fait qu'on n'a pas pu vendre nos produits. À partir du début mars, on avait fait une augmentation de prix, et malheureusement, nos produits, on ne peut plus les vendre, ils sont sous sanctions américaines. D'accord. Voilà. Mais sinon, l'augmentation de prix était tout à fait prévue et acceptée par les clients. Et dans ce contexte, évidemment, tu travailles avec des Russes qui sont Que vos des salariés, Russes. que des Russes. Comment ont-ils réagi? Tout début, étonnement, très très grand étonnement. Si vous voulez, il faut comprendre, c'est le même peuple. Hein. Il y a, la plupart des équipes ont un père, un frère, une sœur, une grand-mère en Ukraine. Donc, au début, ils ont été extrêmement étonnés et très déçus de ce qui se passait, de la sidération. Et ce que je peux constater maintenant, après 2 mois, comme disait Antoine, il y a un regroupement autour du leader. C'est-à-dire que les équipes se retrouvent vraiment, redeviennent russes à 100% et se regroupent au dehors de leur leader. Et il y a vraiment un schisme qui se crée avec les équipes occidentales. C'est vraiment quelque chose que je vois. Je le ressens. Hein. Je le ressens vraiment avec des gens avec qui j'ai travaillé depuis longtemps. Ouais. Il y a vraiment une séparation. C'est comme ça que je le vois. Oui. Antoine? Alors, les équipes, tout d'abord, ont été stupéfaites. La première décision pour beaucoup d'entreprises, ça a été de rapatrier les employés qui étaient près de la frontière ukrainienne, parce que côté russe, du côté de l'oblast de Belgorod par exemple, on entendait les bruits d'explosion. Ensuite, on a senti énormément de compassion des Russes vis-à-vis des Ukrainiens. Comme disait Pascal, il y a à peu près 20% de la population russe qui a des connexions familiales avec l'Ukraine. Et ça, c'est encore plus fort proche de la frontière. Et il faut signaler que les Ukrainiens ont un rôle particulier dans l'agro-industrie. Ils ont été souvent formés en Allemagne, en Hollande, au Danemark. Ils sont anglophones et russophones. Donc, c'est la courroie de transmission idéale entre un top management occidental et les employés russes. Très intéressant. Et c'est de la courroie de transmission entre la Russie et l'Ouest. Souvent, oui. Comment ton siège a réagi, toi qui fais partie de ce groupe international? De façon remarquable, il y a eu d'abord beaucoup de soutien aux équipes. Ouais. Donc, on a mis en place une cellule psychologique pour aider les gens, pour pouvoir une sorte de hotline, pour que les gens puissent appeler en parlant de leurs angoisses, de leurs interrogations. Donc, ça a été très bien. On a également payé, par exemple, un bonus qui devait être payé en avril, on l'a payé en mars pour rassurer les équipes sur la poursuite des opérations. Donc, le rôle du siège a été vraiment de rassurer les équipes locales sur le soutien, je dirais, de la société à l'équipe russe. Alors, merci, chers auditeurs, web listeners, de nous envoyer vos questions. J'en ai une première d'ailleurs qui est intéressante. Comment les salariés, et je la lis, vivent-ils cet état de guerre alors qu'ils font partie d'une ancienne étrangère en Russie? C'est-à-dire que est-ce qu'ils continuent à être fiers de porter les couleurs de l'enseigne, même si cette ancienne est internationale? Quel est votre sentiment là-dessus? Moi, je pense qu'ils sont fiers. Je pense qu'ils sont fiers. Ça ne change rien, si vous voulez. Il n'y a pas du tout de, comme dit, de Russian bashing ou de bashing anti-occidentaux. Ouais, Western bashing. Western bashing. Les gens sont fiers de leur société, de ce qu'ils ont fait, du travail qu'ils ont accompli, et ils veulent continuer. Ça ne change rien, très honnêtement, au niveau du peuple au quotidien. Je voyais un ami hier qui me disait qu'il n'y a absolument aucune réaction xénophobe contre les étrangers. Donc, vous deux, vous n'avez ressenti aucune animosité parce que vous êtes français ou parce que vous êtes occidental? Absolument aucune. Tu as la chance d'être franco-russe. Oui, donc je remarque la situation sur place. Aucune discrimination, animosité ou agressivité vis-à-vis des Occidentaux en Russie. Beaucoup soulignent qu'il vaut mieux être français en Russie que russe en France. Voilà. Au niveau de l'entreprise, c'était un petit peu différent. Au début, les entités, enfin les gouvernements locaux étaient assez suspicieux. Mais bon, dès que les PME qui ne sont qu'en Russie affichent qu'elles restent, au contraire, ils sont très reconnaissants et
il y a une prime à la loyauté, on va dire. Une anecdote, Ouais. quand on a pris le taxi donc pour partir, c'était une semaine après les débuts des événements, le taxi nous a entendu parler français avec ma femme, il a mis tout de suite Aznavour. C'est vraiment, et ça, il n'y a aucune animosité contre les Français, il y a vraiment de la sympathie. Alors, souvent dans les taxis, c'est Aznavour, Patricia Cass, mais il y a vraiment une francophilie qui s'exprime aussi au quotidien. Et qui perdure. Et puis dans une entreprise, il y a la loyauté à la marque qui est très forte. C'est des collègues qui bossent ensemble depuis plusieurs années. Il y a le centre d'appel qui est dans un pays, un autre centre qui est dans un autre. Ouais. Donc, les gens se parlent comme ils se parlaient avant. Et puis, la plupart des sociétés ont pris la décision d'être apolitiques et de continuer à travailler comme elles le faisaient jusqu'à présent. Et puis, ça se passe très bien comme ça. Alors, on a des cas de figure d'entreprises qui ont décidé de rester, on en parlera. On a des cas de figure, on a déjà parlé, on avait évoqué quelques noms, des enseignes qui ont décidé d'arrêter. Pascal, tu peux nous donner quelques exemples et nous dire pourquoi et comment elles ont procédé à ces arrêts? Il y a eu beaucoup de sociétés qui ont arrêté pour des questions de réputation. Donc, les grosses sociétés françaises de luxe, par exemple, je ne vais pas les citer, mais vous les connaissez tous, ont, 1 ou 2 journées après le début de l'intervention militaire, baissé le rideau. Elles ont fermé leurs boutiques et elles sont toujours fermées. Donc, presque 3 mois après, les fermer. Les salariés sont payés, les stocks sont sous clé, les salariés ne travaillent plus. Vous avez également des grosses banques françaises ou internationales qui ont arrêté leurs activités. Et vous avez… Sans vendre leurs actifs. Ça dépend. Il y en a qui vendent leurs actifs, il y en a qui les cèdent, il y en a qui vont être tirés le risque d'être nationalisés ou expropriés. Donc, c'est aussi les contre-sanctions russes à l'arrêt d'une activité. Pourquoi? Il y a d'abord une question réputationnelle. C'est-à-dire que quand vous êtes présent en Russie, les Ukrainiens, les Polonais, qui sont très anti-russes, vont mener beaucoup d'activisme, je dirais, en disant « vous devez boycotter, il est inadmissible de financer cette guerre du côté russe ». Donc, il y a eu une pression au niveau des réseaux sociaux qui a été extrêmement forte. Donc, de nombreuses marques… Qui s'est passé pour quelques marques bien connues, type Leroy Merlin, etc. Exactement, ils ont dit « nous ne pouvons pas continuer, la balance, vous prenez l'exemple de Renault, il y a eu énormément de pression, d'appel à un boycott, ils ont préféré se retirer, ou au moins de négocier leur départ. Il y a beaucoup de sociétés dans le luxe, l'habillement, la cosmétique, qui ont dit nous ne pouvons pas continuer, donc nous préférons arrêter ou cesser ou fermer nos activités. Donc le rôle des médias sociaux des réseaux sociaux a été extrêmement fort et le risque d'un boycott. Et puis, il y a donc les sanctions. Il y a certains produits qui sont sous sanctions, c'est-à-dire que les Américains ou les Européens interdisent l'exportation. Vous ne pouvez pas exporter en Russie. Et à cela, maintenant, s'ajoutent les contre-sanctions russes, qui sont, si vous ne vendez plus en Russie, vous vous exposez à des contre-sanctions russes avec des risques de prison pour le directeur général ou le directeur financier si vous ne vendez plus. Donc, c'est un chemin assez difficile à tenir entre les sanctions et les contre-sanctions. Donc, il y a des sociétés qui ont décidé de se retirer et de vendre leurs actifs, et il y a des sociétés qui ont décidé de suspendre leur activité, et donc qui gardent encore leur activité, mais sous scellé. Ils gardent leur activité, absolument. Ils gardent leur activité, oui. Ils maintiennent, comme vous avez parlé de ces sociétés françaises du groupe Mullier, ils maintiennent leur activité, ils conservent, et il y en a d'autres qui sont en attente. Ils attendent 1 mois, 2 mois, 3 mois, qui attendent jusqu'à Noël, qui attendent de voir ce qui va se passer. J'aimerais qu'on parle du cas Siemens. On sait que Siemens vient de se retirer, ils l'ont annoncé la semaine dernière. Ils gèrent notamment la maintenance du Sapsan, du TGV russe. Exactement. Donc, ils se retirent. Que va-t-il se passer? C'est un boulevard offert aux Chinois. Ils étaient en lice pour avoir la version améliorée du Sapsan qui mettrait Moscou à 2 heures de Saint-Pétersbourg. Ils font plus la maintenance. RGD, qui est l'équivalent de la SNCF russe, a dit qu'ils pouvaient s'en charger, mais ils auront besoin d'un partenaire. Et là, les Chinois vont se frotter les mains. Comment maintenir, comment vont-ils trouver, à votre avis, une capacité à maintenir? Parce qu'il y a des contrats qui sont… Tous les vieux schémas vont devoir être réinventés. Donc, ce qu'il y avait avant, c'était avant. On fait table rase et on va réinventer des choses. Tu m'avais parlé des brevets. Oui, comme certains produits n'arrivent plus, les Russes se disent finalement, permettons les importations parallèles.
Ça veut dire les produits Donc les originaux. copies. Déjà, ça veut dire les produits originaux, mais par d'autres biais, par d'autres canaux. Et puis, là encore, on ne sait pas de quoi demain est fait. Peut-être que ce ne sera plus les produits originaux, mais des produits assimilés, et puis, avec un risque sur la qualité des pièces, bien entendu. Donc, pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire, mais il peut y avoir une boîte de Pandore ouverte à ce niveau-là. On a parlé des sociétés qui étaient parties, des sociétés qui suspendent leur activité, il y en a qui restent. Antoine, tu peux nous parler de celles qui restent? Bah oui, il y a souvent les PME qui ne sont qu'en Russie. Donc, fermer la Russie équivaut à fermer la société, il n'y a pas le choix, on reste et puis c'est tout. Il y a celles pour lesquelles la part de la Russie dans l'édifice mondial est très important, comme Pascal disait, le groupe Mullier. Et arrêter la Russie fragiliserait l'édifice au niveau mondial. Et puis, il y a toutes les sociétés qui ont investi dans des unités de production en Russie. Il faut voir que la France est le premier employeur en Russie avec 160 000 employés dépendant des entreprises à capitaux français. Donc la France risque gros. La France risque plus gros que les autres parce qu'elle a plus investi que les autres. Et quand on regarde la structure du commerce, par exemple, entre la France et la Russie, l'Allemagne a des parts de marché plus importantes, mais à partir de flux commerciaux à partir d'Allemagne, alors que la France a plus de production locale. Et arrêter un flux commercial et le reprendre, c'est possible. Abandonner une unité de production, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus risqué et beaucoup plus cher. Oui. Pascal? Absolument, non, je ne peux qu'abonder dans ce que dit Antoine. Y a-t-il d'autres voies que de s'arrêter, de suspendre ou de poursuivre? Est-ce qu'il y a des situations un peu plus originales? Il y a beaucoup de créativité. Comme disait Antoine, c'est un nouveau monde qui s'ouvre où la loi s'adapte un peu à ce qui se passe. Donc, vous avez des sociétés qui revendent ou qui donnent à leur management local l'entièreté des opérations, c'est-à-dire que provisoirement, alors ça peut être provisoirement, 3 ans, 5 ans, vous pouvez faire des sortes de gérants, vous avez des sociétés, donc vous mettez un contrat et en disant dans 5 ans on peut faire un buyback, c'est-à-dire récupérer nos opérations. Il faut encore que l'État russe soit d'accord, c'est pas forcément valable pour tout le monde. Je pense que dans le cas des gros constructeurs automobiles, l'État russe ne va pas accepter, ils peuvent nationaliser ou exproprier. Mais sinon, il y a beaucoup de sociétés qui disent on ne peut pas prendre une décision maintenant, donc nous donnons la gestion, nous nous séparons. Vous avez aussi un cas très intéressant, c'est toutes les sociétés de conseil, les Ernst & Young, les cabinets d'avocats, qui en fait se séparent de leur, ce sont des réseaux qui sont partout dans le monde, ils se séparent de ce réseau, la société devient indépendante avec, puisqu'ils sont souvent sous sanction, avec plus de liens direct, mais quand même un lien de son cousin encore, mais la société devient indépendante. Donc vous avez beaucoup de gérance, on donne le management local. La Russie s'isole, ou le management russe s'isole du reste du monde. Donc pas mal de sociétés. On va parler d'économie russe un peu plus précisément et notamment de suspension. Quelle est la notion de suspension aujourd'hui en Russie? Comment est-elle comprise? Est-ce que c'est clair? Alors, la notion de suspension, c'est 50 nuances de gris, avec une hypocrisie parfaite. On ne fait pas ce qu'on dit, on ne dit pas ce qu'on fait, on fait machine arrière, comme Uniqlo qui disait d'abord qu'il se maintenait avant de dire devant la pression des médias sociaux qu'il se retirait. Il y a des différences de nature. La suspension peut être temporaire ou elle peut être définitive. Il y a des différences de degrés. On peut arrêter tout, on peut arrêter une partie des opérations. Danone continue les activités laitières pour ne pas être taxé d'affamer les Russes. Même chose dans l'industrie pharmaceutique. On peut dire aussi qu'on supprime les budgets publicitaires. Donc, il y a toutes les variantes sont possibles. Tout ça change, mais vraiment de jour en jour. Souvent, on parlait d'hypocrisie. McDonald's annonce, par exemple,
qu'ils retirent leur enseigne. Au fond, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Peut-être qu'ils Les franchisés vont rester ou peut-être qu'ils vont prendre un faux-nez local le temps d'eux, avec des clauses de buyback, des clauses de retour à meilleure fortune. Et puis des fois, il y a des billards à plusieurs bandes. Il y a la marque, par exemple aux États-Unis, et il y a le franchisé pour la Russie qui a une autre nationalité. Par exemple, Starbucks a un franchisé sur la Russie qui est koweïtien. Et seul le franchisé koweïtien accepte de fermer les magasins sur la demande de la maison mère américaine. En revanche, Burger King a un franchisé local russe qui refuse d'appliquer les consignes de la maison mère. Ce qui signifie que Burger King est toujours distribué en Russie. Toujours ouvert. Toujours ouvert. Va peut-être se poser le problème de la production et des différents produits. Oui. Mais pour le moment, il travaille. Là encore, il y a beaucoup de gens très créatifs. On ne sait pas ce que ça va devenir. Et dans le secteur agricole, parle-nous de ton secteur agricole. Aujourd'hui, il y a un retournement de situation et on a l'impression que ce secteur devient de plus en plus stratégique. Tu peux nous en dire quelques mots? C'est un secteur que tu connais bien. Alors, effectivement, c'est un secteur stratégique et c'est pour ça qu'on parle d'armes alimentaires. Depuis 20 ans, la Russie a investi de manière colossale dans son agriculture et a enregistré des progrès mais spectaculaires. Pour vous donner un ordre d'idée, concernant la viande de porc, la Russie était le deuxième importateur mondial. Ils sont maintenant exportateurs nets. Et concernant les céréales, ils étaient structurellement importateurs et maintenant, ils sont les numéro 1 d'exportation des céréales avec 20% de l'ensemble des exportations mondiales. Avec l'Ukraine, Russie et Ukraine, c'est 30% des exportations. Autant dire que le conflit actuel met en difficulté la planète entière du point de vue de l'alimentation. Et l'année prochaine, avec les problèmes de semences, de logistique, de transport, risque d'être pire encore. Aujourd'hui, du point de vue des céréales, on est à un niveau de prix du blé qui est proche des niveaux lorsque se sont déclenchés en 2011 les printemps arabes. Autant dire que c'est un sujet sensible. Il y a 3 milliards de personnes qui dépendent directement du blé tous les jours. D'autres remarques aussi, finalement, les seules terres supplémentaires dans le monde qui peuvent permettre la culture de blé se trouvent en Russie, en Sibérie. Donc, les ratios que j'ai donnés risquent d'encore s'accentuer. Et puis, une dernière considération, tous les pays qui sont des gros importateurs de blé ont imposé une sorte de neutralité, j'imagine. Exactement. Ils sont neutres parce qu'ils ont besoin du grain ukrainien ou russe. Le marché russe, parlons-en 5 minutes. A-t-il un avenir pour les sociétés? Alors évidemment, le marché est instable, mais quel est l'avenir? C'est un marché qui a un très gros potentiel. Donc, la chute du mur, c'était il y a 30 ans, un peu plus. Et depuis, il y a eu des crises, mais il y a eu des très fortes croissances dans le marché du luxe, de l'automobile, de l'énergie, des biens de consommation, de la santé. Il y a énormément de sociétés. La plupart des sociétés dans le monde s'étaient installées en Russie. Là, maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on peut continuer à travailler? Quelles sont les contraintes légales? Est-ce qu'on peut arriver à rapatrier son argent et quel est le risque réputationnel? C'est-à-dire, ça, c'est un vrai souci actuellement d'arriver à continuer avec la pression qu'il y a partout, en Ukraine, dans les pays de l'Est, un peu partout aux États-Unis, d'arriver à continuer. Il y a des lois aussi qui sont en préparation pour punir les sociétés qui sont en Russie, en mettant par exemple plus d'impôts. Donc, ça devient très compliqué. Donc, il y a beaucoup de sociétés qui disent on oublie le marché russe. Ce sont des questions posées par nos habits web listeners ou auditeurs, en effet, sur le risque réputationnel. Donc, tu confirmes que… C'est un vrai souci et ça ne s'est pas arrêté. C'est-à-dire que ça continue. Ça dépend. Il y a des vagues, mais effectivement, ça continue. Donc, de la part de l'Ukraine, bien évidemment, mais un peu partout dans le monde, en tout cas le monde occidental, il y a beaucoup de pression
pour obliger les sociétés qui sont en Russie à se retirer pour ne pas, par les impôts, enrichir la machine de guerre russe, plus ou moins. Alors, une autre question d'ailleurs. De même, il semblerait que les administrations internationales fassent pression sur les sociétés qui sont en Russie. Quel est le rôle de l'administration russe à l'égard des sociétés étrangères en Russie? Joue-t-elle un rôle de facilitateur ou plutôt complexifie-t-elle leur situation? Donc, l'administration russe à l'égard des entreprises en Russie. Au niveau local, les entreprises ont très souvent des très bonnes relations avec la région, avec le gouverneur. Et là encore, les PME qui disent qu'elles restent, elles sont très bien traitées par les gouvernements locaux. C'est quand les sociétés annoncent qu'elles partent que ça se complique. Il y a une grosse enseigne française qui a annoncé qu'elle partait. Le directeur général est convoqué 2 fois par semaine à l'administration pour expliquer pourquoi les magasins ne sont pas ouverts. Les Russes ne veulent pas qu'il y ait un chômage énorme. Vous vous rendez compte, les sociétés vont licencier. Donc, est-ce que les salariés vont être bien traités? Qu'est-ce que vont faire les sociétés locales? À partir du moment où on reste, comme le dit Antoine, il n'y a pas de souci. À partir du moment où la société annonce qu'elle part, vous avez beaucoup plus de contrôle de l'URSSAF local, des impôts locaux, des douanes pour s'assurer qu'il n'y a pas de dette et que tout se passe comme c'est prévu. Donc, vous avez parlé du marché riche en disant oui, il y a un avenir. Finalement, faut-il investir en Russie aujourd'hui? Je parle à l'investisseur que tu es, Antoine. Bon, faut être joueur. Hein. Parce que la Russie va être au banc des nations pendant un certain temps. Mais de la même manière qu'il y a certaines personnes qui se spécialisent dans les investissements dans les pays en crise, que ce soit la Corée en 98, l'Argentine, la Turquie au moment de leur crise, ben, il y a toujours l'adage acheter au son du canon et vendre au son du clairon qui est valable. Il y a pour ceux qui arrivent à obtenir des financements de pays tiers la possibilité de récupérer les actifs délaissés par les sociétés occidentales qui se replient. Et puis, là encore, dans le secteur agro-industriel, même si la Russie a fait d'énormes progrès, il y a des trous dans la raquette. La technologie n'est pas localisée en Russie. Il y a d'énormes besoins dans la construction d'usines d'aliments, de matériel, d'intrants premium, de génétique qui ne sont pas localisés en Russie. Donc, faut-il investir? C'est très compliqué, comme disait Pascal, mais en tout cas, il y a des besoins. Et un autre secteur, enfin sous-secteur de l'agroalimentaire, c'est la main-d'œuvre. Il n'y a pas d'université digne de ce nom, il y a des gros problèmes de qualification de la main-d'œuvre, donc oui, il y a des besoins énormes. D'ici à investir, bon, je laisse chacun juge de sa décision. On parle d'économie de guerre. La Russie, c'est quoi une économie de guerre et comment vous pourriez le caractériser, cette économie aujourd'hui? Comment... Une économie de guerre, ça veut dire que tous les investissements, encore une fois, de façon légale, la Russie n'est pas en guerre. Bien sûr. Donc, ça veut dire que les gens payent leur loyer, il y a des échanges, on peut sortir du pays, il n'y a pas de mobilisation générale. Une économie de guerre, ça veut dire que beaucoup de ressources sont dirigées vers la production d'armes. Effectivement, c'est ce qui se passe actuellement. Il y a, comme il n'y a pas assez de puces, vous savez, de microchips pour les missiles ou pour les tanks, il y a certains qui sont réquisitionnés des biens de consommation vers l'industrie militaire. Il y a un vrai investissement de la Russie pour fournir l'effort de guerre et pour continuer. Je pense qu'à Moscou, ça se voit beaucoup. Quelqu'un qui est à Moscou, qui travaille pour une société occidentale, qui n'a plus de boulot ou qui risque de le perdre et qui voit les prix augmenter, va vraiment se rendre compte que on est dans une économie qui a beaucoup changé. Quelqu'un qui fait la queue devant les magasins aujourd'hui ou pas encore? Pas la queue, il y a peu de pénuries, il y a quelques ruptures de stock, mais honnêtement, pas du tout. Mais ça va commencer. Vous avez, par exemple, si vous aviez une voiture, Émeric, vous avez besoin de pièces détachées. Il y a beaucoup de sociétés qui n'importent plus de pièces détachées. Ça veut dire que si vous avez peut-être demandé à un copain qui va aller à Dubaï de vous ramener un carburateur pour votre voiture qui ne marche plus ou de ramener des pièces détachées, il n'y a plus d'importation. Donc, soit il y a des importations parallèles, du gris, mais vous avez le risque de faux,
ou de contrefaçon, et il va y avoir des soucis en termes d'approvisionnement. Par contre, au quotidien, les gens vivent à peu près normalement, mais les ruptures, les interruptions arrivent. Vous avez certains centres commerciaux qui sont fermés à 50%. C'est-à-dire que la moitié des magasins, les enseignes occidentales, sont fermés. Donc, si vous voulez, un centre commercial qui doit être un centre de vie, alors, ce qui n'est pas vrai en province, c'est-à-dire que vous avez des centres où il y a 95% des boutiques ouvertes, mais par contre, certains, vous avez en centre-ville, le Goum par exemple, il y a presque la moitié des boutiques qui sont fermées, boutiques de luxe en particulier. Les Galeries Lafayette. Les Galeries Lafayette locales, par exemple. Et en province? En province, alors déjà, on ne ressent pas du tout la sensation d'économie de guerre en province. C'est d'ailleurs assez surréaliste. Business as usual. On n'en parle pas. Pour le moment. Pour le moment, on n'en parle pas. Et d'ailleurs, bon, que Chanel se retire, l'impact à Krasnodar est quand même assez limité. Et justement, ce qui est intéressant en province ou dans certains secteurs, c'est que après l'émotion du début, eh ben, on se rend compte qu'il y a même un certain retour à la normale. Alors, je sais que ça va un petit peu dans une direction différente de ce que disait Pascal, mais il y a plusieurs biais. C'est un pays qui est sur 11 fuseaux horaires, plein de situations différentes. Donc, on a peut-être des sensations différentes. Moi, je trouve qu'après l'émotion du début, il y a un certain retour à la normale. Regardez par exemple le rouble. Au début, il s'est effondré. Et puis, il est revenu à son niveau d'avant le conflit. Et puis maintenant, il s'est encore renforcé pour arriver à son niveau de 2017. Donc, c'est l'inverse que ce qui était attendu. Les financements qui ont été bloqués sont à nouveau disponibles. Alors, certes, ils sont plus chers et souvent le crédit coûte 5% de plus. C'est très important. Alors, du coup, il y a beaucoup d'effets négatifs. L'inflation qui est galopante, la logistique, les pièces détachées. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a certaines pièces de matières premières qui ont une double qualification de industrielle et militaire, parce qu'elles pourraient être utilisées sur des équipements militaires, donc du coup qui sont interdites. On a du mal à en trouver, mais on se débrouille. Donc, je dirais qu'il y a beaucoup d'éléments négatifs qui rendent les choses plus dures, plus chères et plus pénibles, mais ce n'est pas mortel. Et inversement, je voudrais signaler un phénomène auquel on pense peu. Puisque les étrangers sont partis, puisque les importations cessent, eh ben, les entreprises locales ont un carnet de commandes qui est garni comme jamais. Un point important, et ça fait écho avec une question qui est posée sur la situation des marchés financiers d'accès aux devises. Aujourd'hui, quelle est la situation? On a accès aux devises? On a accès aux devises, on peut acheter des roubles, vendre des roubles. Ce qui est compliqué, alors si vous êtes une société, vous avez des contrats d'importation, ou je pense la société Antoine, vous pouvez tout à fait acheter des matières premières, renvoyer de l'argent. Il y a certaines banques qui se sont retirées, mais beaucoup restent, et elles peuvent, si elles ne sont pas sous sanction, elles peuvent tout à fait sortir de l'argent du pays. Ce qui est plus compliqué, c'est par exemple pour un particulier, c'est que Visa et Mastercard se sont retirés. C'est-à-dire que si vous avez une banque russe et vous allez en voyage à Paris, votre carte de crédit ne marche plus. Et inversement, il n'y a plus d'interconnexion. Donc, si vous partez en Russie ou si les Russes viennent, il faut qu'ils sortent du cash. Donc, en fait, vous avez un retour important du cash. Les gens ont besoin de changer de l'argent avec des taux qui sont bien plus élevés que le taux officiel. Mais toute notre façon de travailler avec carte de crédit ne fonctionne plus puisqu'elle marche à l'intérieur du pays où il y a des Chinois qui se sont installés avec UnionPay. Mais sinon, les Visa et Mastercard, ma carte de crédit de ma banque Raiffeisen russe ne marche plus en Europe depuis le 5 ou le 6 mars. Alors, tu as parlé des Chinois, Pascal. Quelle est la situation aujourd'hui des Russes? Ils vont se rapprocher de leurs amis, en tout cas des États neutres qui ne les sanctionnent pas. Aujourd'hui, quel est le rôle de la Chine? Enfin, que fait la Chine en Russie ou comment les Russes accueillent-ils les Asiatiques en leur sein? De façon économique, et je pense qu'Antoine parlera plus des Chinois qui viennent, la Russie se détourne de l'Occident, clairement, et se tourne vers l'Asie, la Chine et l'Inde, qui sont des partenaires. Donc, une grosse partie de leur pétrole ou de leur gaz va maintenant aller
en Inde ou en Chine. Il y a des investissements chinois qui vont venir. La seule chose, c'est que les Chinois actuellement, avec le Covid, ils ont aussi d'autres soucis. Donc, ils ne peuvent pas investir. Et quand vous avez une ligne de train à construire, si vous avez de la technologie allemande, la technologie chinoise, ça va mettre des années avant de pouvoir marcher, d'adapter. Si vous avez des lignes de production, les voitures, il va y avoir des voitures chinoises, mais ça va prendre des années avant de remplacer les Volkswagen, Audi ou Renault. Donc, il y a un changement, mais le changement va prendre un certain temps à arriver. Mais il est clair que la Russie est en train de se détourner de l'Occident et de se tourner vers l'Asie, en particulier Chine et Inde. Antoine, parle-t-on chinois en Russie maintenant? Alors, pas encore. On parle déjà pas anglais. Concernant les Chinois, alors il y a des phénomènes marrants. Je pensais que les locations d'appartements allaient s'effondrer à Moscou, pas du tout, parce qu'il y a une très forte demande de location de la part des Chinois. Donc, ils arrivent à Moscou. En région, c'est d'abord des délégations politiques. La Russie, comme la Chine, fonctionne avec la verticale du pouvoir. Donc, on voit beaucoup de délégations à Voronezh, à Volgorod, à Krasnodar, à Tambov, à Lipetsk. Mais après, il va y avoir une conversion de ceci en économique. Ça va prendre du temps, comme disait Pascal. On ne change pas un parc d'équipement comme ça du jour au lendemain. Soit on l'adapte, soit on le change. Mais alors là, c'est toute une logistique. Donc, et puis les Chinois sont empêtrés avec leurs histoires de Covid. Donc, ils vont venir, ça va prendre du temps. Concernant les Indiens, les Russes aimeraient bien ne pas être que dépendants des Chinois. Donc, ils font aussi, ils déroulent le tapis rouge pour les Indiens. Il faut savoir que les Chinois sont les ennemis de leurs ennemis, donc ça tombe bien, mais il y a quand même une méfiance naturelle vis-à-vis de la Chine. Et donc, les Indiens sont les bienvenus, mais on ne les voit pas encore. Un outsider intéressant, c'est les Turcs, qui, pour le coup, ont de grosses cartes à jouer dans cette médiation politico-économique entre l'Occident et la Russie. Alors, état de guerre, ça risque de durer longtemps. Quand voyez-vous un retour à la normale? C'est une question que nous pose un auditeur. Et je crois qu'il n'y aura pas de normal. Enfin, si vous voulez, quand ça a commencé, je vais vous prendre un exemple. Donc, j'ai organisé une réunion avec mon équipe le 24 février au matin. Et ils m'ont dit, Pascal, vous inquiétez pas, dans une semaine, nos gars ont gagné, ils sont de retour au pays. Il n'y aura pas de problème. Ça fait quand même 80 jours que ça dure. Il y a une sorte d'enlisement ou de consolidation du front dans le Donbass. Ça ne va pas revenir à la normale. Je pense que ça va durer des années et que les sanctions américaines, européennes vont également durer des années. Donc je ne vois, il y aura un nouveau normal qui va être avec un normal différent. Mais un normal différent, avec, je pense, beaucoup moins de sociétés occidentales, une sorte de Russie isolée du reste, en tout cas de l'Occident, mais je ne vois pas un retour à la vie d'avant. Vous savez, on s'était dit avec le Covid, on va revenir à la vie d'avant. On est plus ou moins revenu à la vie d'avant avec des masques ou sans masques. Mais là, j'ai du mal à me dire que la Russie, cet été, cet automne, on va revenir, on oublie les sanctions, on oublie la guerre et on revient à une vie normale. Je ne pense vraiment pas. Enfin, peut-être qu'Antoine a une vie. Antoine, son avis là-dessus? Moi, je pense que le monde ne sera plus jamais comme avant. Mais aujourd'hui, on est dans une purée de poids absolue. Impossible de faire des pronostics, mais le monde ne reviendra pas comme avant. Il nous reste 2-3 minutes avant de rendre l'antenne, si j'ose dire. Est-ce que vous avez un dernier message à faire passer? Moi, j'ai vécu donc presque 15 ans en Russie. C'est un pays formidable. J'ai adoré ma vie là-bas, donc je suis très triste de ce qui se passe. Enfin, j'ai quitté le pays, j'ai fait mon déménagement. J'espère que, je ne sais pas si on va revenir à une vie d'avant, mais j'espère qu'on pourra de nouveau retourner en Russie normalement, avoir une relation apaisée avec ce pays. Antoine, moi, j'aimerais dire ma vie est encore là-bas. Alors, ma vie est ici et là-bas. Elle est ici en ce moment. J'aimerais dire que malgré tout ce qui se passe, la Russie est un pays formidable.
Très bien. J'ai une dernière question. En fait, j'ai une dernière question qui vient d'être envoyée par nos auditeurs sur l'Asie. Je pense que l'intérêt est porté aussi sur l'Asie. Nous avons parlé de la Chine, nous avons parlé de la Turquie, nous avons parlé de l'Inde. Quid d'autres pays de l'ASEAN comme le Vietnam, comme la Thaïlande? Est-ce que vous pensez que la Russie et ces pays-là peuvent nouer des liens commerciaux importants? Oui, il y a déjà une forme. Dans la vie d'avant, il y avait déjà beaucoup de Vietnamiens en Russie. Ce sont des commerçants et je pense qu'il y aura effectivement, la Russie va lier des liens avec tous les pays qui ne sont pas dans le bloc occidental, qui sont, je ne vais pas vous dire non alignés, mais qui ne sont pas dans le bloc occidental. C'est vrai, par exemple, Dubaï, c'est très intéressant, on n'en a pas parlé, mais Dubaï devient la plaque tournante du business russe. Les Russes adoraient aller à Dubaï. Il y a énormément de sociétés qui ont délocalisé leur siège de Moscou, donc des sociétés d'ingénierie financière, d'avocats, même de business qui se sont maintenant installés à Dubaï. C'est 5 heures d'avion de Moscou. Il y a des liaisons régulières. Les Russes adorent le soleil. Le climat est plus, je dirais, agréable qu'à Moscou. Et donc, en fait, Dubaï devient une plaque tournante du business russe. Donc, vous allez avoir la Russie qui va se tourner vers le Moyen-Orient, vers le Vietnam ou d'autres pays en Asie, absolument. Antoine? Tout à fait. Le Moyen-Orient, c'est tout à fait juste. Oui, c'est pas la Russie contre le reste du monde, c'est la Russie contre le monde occidental. Donc, tous les pays tiers sont les bienvenus. Le Moyen-Orient, le Vietnam, ils sont historiquement très proches, mais il ne faut pas se leurrer. Pour avoir eu un impact fort, il y a les Chinois avant tout. Une question très concrète sur les écoles, l'état des écoles occidentales en Russie. Est-ce que les petits-enfants occidentaux vont encore à l'école? J'imagine que oui. Oui, alors je peux l'apprendre. Ma femme est prof au lycée français. Donc, le lycée français, c'est pas l'éducation nationale, c'est le ministère des Affaires étrangères a demandé aux professeurs de quitter le pays. Bon, elle l'a fait de toute façon. Donc, pour l'instant, ils sont en distanciel. Quid d'un retour au mois de septembre? Est-ce que le lycée français va réouvrir? Probablement. On ne sait pas combien il y a d'élèves. Il y a déjà environ 30% des élèves qui sont partis. Donc, soit des Russes, soit des Français qui ont quitté. D'autres écoles internationales, mon fils était dans une école anglo-américaine, ils ont par exemple arrêté tout à partir de la 3e, il n'y a plus de seconde, première, terminale. C'est terminé. Donc, si vous voulez, avec la quantité d'étrangers qui sont partis, les écoles n'ont plus forcément les professeurs, qui n'ont pas forcément de visa ou qui ne veulent pas aller en Russie, ou les élèves pour continuer à exercer. Donc, ça devient plus compliqué. Le lycée français, c'est une mission d'éducation, mais avec moitié moins d'élèves, on peut se poser la question comment le lycée français va continuer à exercer, à vivre avec assez de professeurs et assez d'élèves. Les questions s'accumulent. Merci. Il nous reste 1 ou 2 minutes. Donc, merci chers web listeners, auditeurs. Il y a une question sur la jeunesse russe, considérée comme high level ou assez tech. Comment réagissent-ils par rapport à la situation? Et la question est plus claire. Est-ce que certains d'entre eux quittent le pays pour s'expatrier dans les pays limitrophes afin de pouvoir continuer à travailler? Nous en sommes la preuve, les jeunes qui partent. High-tech, mais qui reviennent. On remarque par exemple des phénomènes, alors je ne saurais pas les quantifier ou dire à quel point ils sont importants, mais il y a une très forte communauté russe qui vient de s'installer en Géorgie, dans l'IT ou à Dubaï. C'est très fort. Maintenant, certains en Serbie aussi. Oui, c'est les pays proches, les pays russophones. Sans visa. Oui, sans visa. On parle, alors il y a des chiffres, hein, c'est 3, 4, 5 millions de Russes qui seraient partis. Il y a effectivement beaucoup de Haïti qui sont partis, qui vont, comme dit Antoine, Tbilissi, Yerevan, Istanbul, Dubaï, et qui quittent le pays. Oui. Mais il y a une autre partie de la jeunesse qui soutient le gouvernement et qui reste. Hein. Mais il y a beaucoup de jeunes qui sont partis. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une polarisation des points de vue. Ceux qui ne sont pas d'accord partent et les autres souffrent du Russian bashing qu'il y a en Occident et du coup, par un réflexe drapeau, on se regroupe tous derrière le chef.
Écoutez, je pense que nous avons bien fait le tour de la question. Merci encore de votre intervention passionnante, très concrète. Et merci, chers auditeurs, pour vos questions, d'avoir joué le jeu et écouté ce moment sur la Russie. À très bientôt. Merci. Merci à vous. Merci à vous.